Je me cache ici depuis assez longtemps, évitant toujours d'affronter mon passé. Mais je pense qu'il est enfin temps de soulager ce poids de ma poitrine. C'est mon histoire. Une version courte de la façon dont ma belle-mère m'a abandonné dans la rue quand j'avais 16 ans. Tout ça à cause d'un mensonge. 30 ans plus tard, il me tend désormais la main, implorant mon pardon. L'histoire est peut-être un peu longue, mais je vais rester brève et me concentrer sur ce qui est le plus important. J'espère que c'est le bon endroit pour m'ouvrir. J'ai 35 ans maintenant. Revenons au moment où tout a commencé, avant que la tempête ne frappe. Retour sur une vie qui a commencé simplement. Maman et papa étaient mon monde. Elle préparait des biscuits avec moi, le chantait faussement dans le garage, réparait les voitures pendant que je l'aidais avec ma clé à molette. Puis, à 12 ans, maman a eu un cancer du sein et a disparu rapidement. Je me tenais à ses funérailles, serrant son écharpe, engourdi, incapable de pleurer, pendant que papa se taisait. Nous avons dérivé dans une maison qui ressemblait à un tombeau. Après cela, il n'y avait plus que moi et mon père face à ces années difficiles ensemble. 2 ans plus tard, j'ai 14 ans, mon père a rencontré Céline et l'a épousée. Elle était accompagnée de ses 2 fils, Mathieu, 17 ans, et Julien, 16 ans. Entrée Ashley, cette blonde pleine d'entrain qui déferlait comme si elle nous arrangeait avec un sourire et une cocotte. Elle a amené ses garçons, Mathieu, 17 ans, bruyant comme un train de marchandises, et Julien, 16 ans, plus calme mais collé à l'ombre de Mathieu. Le premier soir, Ashley dit « Nous sommes une famille maintenant » et nous entraîne dans ce dîner gênant. Pain de viande trop cuit, pour bavarder, je fouille dans mon assiette en pensant « Madame, vous ne me connaissez pas », tandis qu'elle rayonne comme si nous étions dans une sitcom. Mathieu monopolise déjà la télé, claque les portes quand il n'obtient pas ce qu'il veut et se moque de mes jeans de friperie. Quoi, tu fais tes courses dans une benne à ordures? Julien reste là, la tête baissée, comme s'il attendait que tout se passe. Ashley a ce truc où elle répare toujours les choses, me disant de sourire davantage ou d'avoir l'esprit d'équipe. Comme si j'étais le problème, papa. Il hoche la tête, trop vérifié pour s'en soucier. Je le ressens tout de suite, cette démangeaison sous ma peau comme si je n'avais plus ma place. Quelque chose se prépare, et ça ne va pas être joli. Alors, cette démangeaison sous la peau, à partir du moment où Céline et ses garçons ont emménagé, ouais, ça n'a pas disparu. Cela s'est envenimé. Se transformant en ce faible bourdonnement d'effroi dont je ne pouvais pas me débarrasser. La vie à la maison est devenue un champ de mines. Chaque jour, une nouvelle chance que quelque chose m'explose au visage. Mathieu était le pire. Comme un nuage d'orage qu'on ne pouvait pas distancer. Un après-midi, je rentre de l'école et trouve mon Walkman, ma seule évasion, chargé de cassettes Nirvana, assis sur le comptoir de la cuisine, des écouteurs fissurés qui pendaient comme un jouet cassé. Oups, dit-il en souriant comme un crétin. Je suppose que ça a glissé. Je suis en colère, prêt à le lui enfoncer dans la gorge, mais Céline intervient avec sa voix chantante. Oh, chérie, il ne le pensait pas. Il est juste maladroit parfois. Maladroit, mon cul. Papa est dans le garage, les coudes dans cette stupide Chevrolet, agissant comme si la maison était dans une zone de guerre. Je me mords la langue, ravale ma rage et essaie de maintenir la paix. Mais c'est comme si les murs se rapprochaient petit à petit, et je m'enfuis en courant. Puis Léo débarque, et c'est comme si quelqu'un avait cassé une vitre dans ce désordre suffocant. J'ai 15 ans. C'est ce gamin dégingandé du cours d'histoire avec un sourire timide. Et un jour, il m'attrape près de mon casier, me tendant une mixtape comme si c'était une offrande de paix. J'ai fait ça pour toi, marmonne-t-il, son visage devenant rouge tomate lorsque nos doigts se frôlent. Il y a Springsteen, quelques ballades d'amour ringardes, et je le taquine à ce sujet, mais secrètement, je suis accro. C'est ma bouée de sauvetage. Léo doux et maladroit, qui s'en fout que ma vie soit un feu de poubelle. Nous commençons à nous faufiler, à nous retrouver au gradin de l'école la nuit tombée, assis là, les jambes pendantes, à parler de trucs stupides comme les extraterrestres ou de ce que nous ferions si nous gagnions à la loterie. Léo a commencé à venir plus souvent chez moi, à plaisanter et à faire rire. Mais à chaque fois, Mathieu nous regardait comme s'il mâchait des éclats de verre brisés. Au début, ce n'était que de petits coups, du genre « Qu'est-ce qu'il fait ici, de toute façon ?» Il ricanait depuis le canapé, lançant des regards malicieux à Léo. Puis un jour, alors que Léo se levait pour partir, Mathieu lui a accidentellement percuté violemment dans le couloir, faisant tomber son sac à dos par terre. Resté loin d'elle,
siffla Mathieu avec un sourire narquois de défi. Furieux, je lui ai lancé, c'est quoi ton problème? Mais Mathieu haussa simplement les épaules avec dédain et ne dit rien. Les choses ont atteint leur point d'ébullition quelques semaines plus tard. Léo me raccompagnait chez moi et Mathieu se tenait déjà dans l'allée, ressemblant en tout point à un chien de garde agressif. Il s'est avancé droit vers Léo, a bombé le torse et a crié « Nous n'avons pas besoin que des étrangers reniflent ici ». Léo leva les mains de manière défensive, essayant visiblement d'éviter une bagarre, mais Mathieu l'enfonça brutalement dans les graviers. J'ai crié à Mathieu d'arrêter au moment où mon père se précipitait dehors, les séparant tous les deux. Je pensais que papa verrait enfin Mathieu comme le fauteur de troubles, mais au lieu de cela, il s'est tourné vers moi avec des yeux froids et m'a dit « Soit coupe les liens avec ce gamin, soit quitte cette maison. Arrête de causer des ennuis. » Ça me dérange? J'étais abasourdi, sans voix, tandis que Mathieu restait là, souriant comme s'il avait gagné une sorte de bataille. Je me demandais pourquoi il me détestait si profondément. Je me suis convaincu que Mathieu n'était qu'un tyran avec un problème d'attitude, toujours cherchant à se battre. Je ne pensais pas que la véritable histoire était bien plus compliquée que ça. Les retombées, comme un lent poison s'infiltrant dans la maison. Céline me coince ce soir-là, toute fausse inquiétude, me sermonnant sur le respect de mes frères pendant qu'elle remue une soupe grumeleuse sur la cuisinière. Mathieu est juste protecteur, ma chérie, dit-elle, comme s'il était un noble chevalier, au lieu d'un désastre ambulant. J'ai envie de crier que c'est un psychopathe, mais j'acquiesce simplement, la mâchoire serrée, parce que discuter est inutile. Julien est là aussi, affalé à table, en train de piocher dans sa nourriture. Il attire mon regard pendant une seconde, puis détourne rapidement le regard comme s'il avait peur de choisir un camp. Papa a vérifié plus fort que jamais, passant des heures dans le garage ou regardant la télé sans le son, me laissant m'occuper seul des petites conneries de Mathieu. Un jour, je retrouve mes devoirs de maths trempés dans du soda, collant, gâchés sur la table basse. Oups, répète Mathieu en sirotant un coca, et je sais que c'est lui. Une autre fois, ma veste en jean préférée, celle pour laquelle j'avais économisé, disparaît de la lessive, et il porte ce look suffisant comme s'il me mettait au défi de l'appeler. Je ne le fais pas parce que je suis fatigué, mais chaque petit coup est une brique sur ma poitrine et je commence à craquer sous le poids. La tension a atteint son paroxysme le jour de mon 16e anniversaire. Pourtant, cette matinée a bien commencé, mieux que ce à quoi je m'attendais. Léo s'est présenté à ma porte avec un gâteau au chocolat de travers qu'il avait secrètement piqué dans la cuisine de sa mère, surmonté de quelques bougies tordues qui penchaient de manière précaire. Je ne pouvais pas arrêter de rire. Nous étions dans le jardin, les mains de Léo tremblaient alors qu'il allumait chaque bougie pendant que je les soufflais, et il chantait une version fausse mais hilarante et sincère de Happy Birthday. Même mon père a passé la tête dehors. Son visage encore maculé de graisse provenant du garage, offrait un léger sourire, le premier sourire que j'avais vu de lui depuis des mois. Pendant un bref instant d'espoir, j'ai cru que les choses étaient enfin en train de changer. Et peut-être, juste peut-être, que le poids qui pesait sur ma poitrine commençait à se soulever. Puis Céline nous appelle, nous dit qu'elle finit la lessive, et Léo reste là, vautré sur le canapé avec moi, à feuilleter les chaînes. C'est normal, calme, trop calme, comme le silence avant une tempête. Je ris d'une publicité stupide quand elle arrive, de ce cri perçant venant d'en haut, de la voix d'Ashley assez aiguë pour couper du verre. Mon estomac tombe. Léo a les yeux écarquillés. Papa bouge déjà et je cours après eux, le cœur battant comme si je savais que quelque chose n'allait pas. Nous nous enfonçons dans ma chambre, et voilà Ashley, le visage rouge, tenant un boxeur de Julien dans ses bras. Bleu vif. Indubitable, comme si elle tenait un pistolet fumant. « Qu'est-ce que ça fout dans ton tiroir ?» crie-t-elle en les agitant devant mon visage. Je me fige, mon cerveau cherchant une réponse. Mais il n'y en a pas. Je ne les ai jamais vus auparavant. Je ne les ai jamais touchés, demande-t-elle. Je ne sais pas quoi dire. Je bégaie, ma voix se brise. Mais elle ne l'entend pas. Tu es malade, crache-t-elle, les yeux égarés. Une sorte de marque perverse juste là, appuyée sur le chambranle de la porte. Il intervient comme s'il attendait ça. Je t'avais dit qu'elle était bizarre. Toujours en train de se faufiler, Julien, en le regardant comme un sale type. C'est un mensonge crasseux et tordu. Et je crie maintenant. C'est des conneries, je ne l'ai jamais fait. Mais ma voix est noyée dans le chaos. Léo me regarde, le visage pâle comme s'il voyait un inconnu. Je lui attrape le bras en le suppliant.
Tu me connais. Je n'ai pas fait ça. Il secoue la tête, marmonne, j'ai fini, et s'éloigne, dévalant les escaliers si vite que j'entends la porte d'entrée claquer. Ma poitrine s'effondre, mais ce n'est pas fini. Papa est devant moi maintenant, les poings serrés, la voix basse et glaciale. Je n'aurai pas ça sous mon toit, dit-il. Et ce n'est pas seulement de la colère. C'est du dégoût. Comme s'il attendait une raison pour m'abandonner. Des mois de conneries pour Mathieu. Ashley pleure, et c'est moi qui ai fini. Je crie. Ce n'est pas vrai, papa, s'il te plaît. Mais il y est sourd et se détourne déjà. Il attrape mon bras avec force, me tirant vers la porte d'entrée comme si j'étais une poubelle. Il me jette dehors. Je sanglote en griffant sa manche. Papa, ne le fais pas. Je n'ai rien fait. Mais c'est un mur, froid et inamovible. La porte s'ouvre, l'air froid me mord le visage, et il me pousse si fort sur le porche que je trébuche, me rattrapant à peine. Sortir, grogne-t-il, et je frappe sur le bois, suppliant en pleurant. Laissez-moi vous expliquer, s'il vous plaît. Je n'ai nulle part où aller. La serrure clique fort, définitive. C'est comme un coup de poing dans le ventre. Je tombe à genoux, les poings battants, la voix rauque jusqu'à ce que je lève les yeux et vois Mathieu à travers la fenêtre, souriant comme s'il avait gagné un match malade. Ses yeux brillent, triomphants, et ça me frappe. Il l'a fait d'une manière ou d'une autre. Mais je n'ai aucune preuve. Il ne reste plus aucun combat. La maison devient sombre, les stores se ferment et je suis seul. Juste moi et mon sac à dos. Le gâteau apporté par Léo était toujours posé sur la table de pique-nique, les bougies fondues en une triste petite flaque d'eau. Oh, je tremble, le souffle coupé. Mais je ne peux pas rester ici. Je ne leur donnerai pas cette satisfaction. La nuit tombe rapidement, le ciel devient violet et une bruine commence. Des piqûres d'épingles froides sur ma peau. Je mets mon sac à dos sur mon épaule, les mains tremblantes tandis que je retire le bracelet de maman par le bas. Argent fin, rayé, le seul morceau d'elle qu'il me reste. Je le serre fort en murmurant, tu n'as pas encore fini. Comme si c'était une bouée de sauvetage. Comme si elle était toujours là. Me poussant en avant, la pluie trempant mon sweat à capuche, les chaussures craquant sur le trottoir. Je ne sais pas où je vais. Loin. N'importe où mais ici. Ma poitrine est en désordre, avec des bords déchiquetés et blessés. Mais je m'essuie le visage avec une manche mouillée, je redresse les épaules et je continue de marcher. Ils pensent qu'ils m'ont brisé et jeté dehors comme une poubelle. Mais je suis toujours debout, toujours en mouvement. Ce n'est pas la fin. Ce n'est pas possible. Je n'ai plus rien à perdre. Et c'est le genre de pouvoir qu'ils ne comprendront jamais. Cette première nuit dans la rue, la pluie me trempant jusqu'aux os, je ne savais pas si j'arriverais jusqu'au matin. Mais je l'ai fait. Et c'est là que le véritable combat a commencé. J'ai 16 ans, pas de maison, pas de projet. Juste cette séquence obstinée qui me dit que je n'ai pas encore fini. Je fais du stop hors de la ville le lendemain. Un camionneur avec une barbe débraillée qui ne pose pas de questions et me dépose dans 2 états, dans une ville nulle part avec une station Greyhound et un restaurant qui sent le café brûlé. J'ai $12 dans mon sac à dos. Assez pour un muffin rassis et un ticket de bus pour aller ailleurs. J'atterris dans cette petite ville crasseuse, pleine de prêteurs sur gages et de néons vacillants, et je me dis que c'est un endroit aussi bon qu'un autre pour disparaître. Les premières semaines sont un enfer. Dormir dans un parc sous une bâche que j'ai récupérée dans une benne à ordures, me laver le visage dans les éviers d'une station-service, échanger un hamburger à moitié mangé contre une paire de chaussettes d'un type nommé Rusty. J'ai faim. Froid, sautant à chaque ombre, mais je ne me brise pas. Je commence à fouiller, à ramasser des canettes pour $1 par-ci, $1 par-là. Esquiver les flics qui me dirigent vers un refuge. Alors laissez-moi comprendre. Les nuits sont les pires. Allongé là sous les étoiles, le bracelet de maman s'enfonçant dans mon poignet. Et je me murmure. Continuez. Vous avez ceci. Parce que si j'arrête, il gagne. Papa. Ashley. Mathieu. Tous. Un mois plus tard, je fouille devant cette salle de boxe trouée dans le mur. Briques rouges, panneaux cassés. Quand le propriétaire, ce type grisonnant nommé Tony, me surprend en train de fouiller les poubelles à la recherche de restes. Tu as faim ou tu es juste curieux, il grogne, et je suis trop fatigué pour mentir,
alors je hausse les épaules. Les deux. Il me lance une barre protéinée et dit qu'ils ont besoin de quelqu'un pour balayer les sols, $5 de l'heure sous la table. J'attrape un balai avant qu'il ne change d'avis, et c'est mon affaire. Là, tous les jours, balayant, essuyant les sacs, tenant de l'eau pour les combattants, regardant ces gars écraser leurs démons, tout en sueur et en sueur. Tony me voit un jour le regarder, me lance une paire de gants et dit « Frappe quelque chose, gamin. On dirait que tu en as besoin en premier. » Je balance. Bâclé, mais ça fait du bien. Mieux que bien. Comme si je ripostais à tout ce qui m'a jamais mis à terre. Je suis accro. Les mois passent. Je m'entraîne maintenant, je prends des coups et je les distribue. Construire des muscles là où il n'était que des os. Tony est un dur à cuire, mais il est juste. Il me glisse de l'argent supplémentaire. Ça me permet de m'asseoir sur un lit de camp à l'arrière quand les rues deviennent trop difficiles. La boxe est ma bouée de sauvetage, elle transforme toute cette souffrance en quelque chose que je peux utiliser. Et je suis sacrément bon dans ce domaine. Pas de niveau professionnel, mais suffisant pour me défendre dans un ring rempli de gars 2 fois plus grands que moi. Les années passent. J'ai 25 ans, je suis toujours au gymnase, mais je suis stable maintenant. J'ai un petit studio, un vélo en mauvais état, une vie qui m'appartient. Un matin, je prends un café lors d'un plongeon dans la rue. De la boue noire dans un gobelet en polystyrène, quand ce type, David, me bouscule, renversant la moitié de son latte sur mes baskets. Merde. Je suis désolé, dit-il, tout énervé, en me tendant une pile de serviettes. Il a ce sourire facile, des cheveux noirs tombant dans ses yeux, et je souris. Bien visé, mec, parce qu'il est mignon et que je ne suis pas morte intérieurement. Nous commençons à parler. Il s'avère qu'il a 27 ans, qu'il travaille dans une quincaillerie, qu'il adore les films de science-fiction débiles, et la prochaine chose que je sais, c'est que nous échangeons nos numéros. Notre rendez-vous commence avec des petits burgers dans un food truck, il rigole quand je lui vole ses frites. Tard dans la nuit, sur son canapé, à regarder étranger, je fais semblant de ne pas avoir peur. Il est solide, patient, ne pousse pas quand je parle de mon passé. Mais une nuit, je l'ai laissé échapper. Des morceaux sur les rues, la salle de sport. Pas toute cette vilaine histoire. Et il écoute simplement. Il me serre la main et dit, « Tu es plus dur que moi. » C'est simple, mais ça colle. 2 ans plus tard, nous nous marions lors de cette cérémonie dans la cour. Des chaises dépareillées, le boombox de sa sœur qui faisait exploser Springsteen. Moi dans une robe de friperie, je me sens comme $1 million. David change tout. Son père est électricien. Il est bourru mais gentil et m'engage comme apprenti. M'apprend le câblage, les circuits, comment ne pas m'électrocuter. Je suis bon dans ce domaine. La main ferme après des années de travail, et Bog et moi gravissons les échelons. Compagnon j'ai 28, licencié par 30 ans. J'ai maintenant 35 ans, je suis maître électricien et j'exerce des emplois qui rapportent de l'argent réel. Et nous avons 4 filles. Sauvages, bruyants, parfaits. Déchirant notre petite maison comme une tornade. David est mon point d'ancrage. Toujours là avec une mauvaise blague ou une épaule quand j'en ai besoin. Me poussant à continuer quand je doute de moi. Une nuit, je suis affalé sur le canapé, les enfants dorment, ils tracent des cercles sur mon dos. Et je me rends compte que c'est ça. La vie pour laquelle je me suis battu, construite de toutes pièces. Ils m'ont jeté dehors, pensant que j'allais m'écraser et brûler. Mais je ne l'ai pas fait. Je suis plus grand que jamais. Et c'est une victoire qu'ils ne peuvent pas emporter. J'ai 35 ans, je me suis installé dans ce chaos bruyant, désordonné et magnifique avec David et nos 4 filles. Des couronnes déviées sur les murs, du linge à n'en plus finir et des rires à faire fondre l'acier. Nous sommes dans notre petit duplex. Rien d'extraordinaire, mais c'est le nôtre. Payé avec mes missions d'électricien et ses chèques de paie en quincaillerie. C'est un samedi matin, le soleil traverse les stores et je suis à la table de la cuisine en train de siroter un café. De vrais trucs maintenant. Pas cette boue de dinosaure pendant que les enfants hurlent devant un dessin animé dans la pièce voisine. David retourne des crêpes en fredonnant faux comme un idiot, et je lui souris en pensant à quelle chance j'ai. Ensuite, mon téléphone sonne, une notification par email apparaît et je l'ignore presque. Probablement du spam sur les garanties automobiles. Mais le nom de l'expéditeur m'arrête. Julien.
Mon estomac se tord, le café devient aigre dans ma bouche parce que cela fait 19 ans que je n'ai pas quitté ce Porsche, et je n'aurais jamais pensé avoir de nouvelles de l'un d'entre eux. Je l'ouvre, la main ferme, mais le cœur battant. C'est court, comme s'il avait peur d'en dire trop. Et, c'est Julien. Je me suis senti comme une merde à propos de ce qui s'est passé pendant des années. Trop de conneries pour tenir debout à l'époque. Mathieu s'est saoulé le week-end dernier. Il a commencé à se vanter d'avoir planté ses cartons pour te baiser. Il a dit que tu le méritais. Je l'ai perdu, je t'ai retrouvé. Je suis désolé. Pouvons-nous nous rencontrer? Claude et Céline veulent aussi parler. Je suis assis là, regardant l'écran, les mots s'estompant alors que de vieilles cicatrices me démangent sous la peau. David me fait glisser une assiette de crêpes, remarque mon visage et dit « Quoi de neuf, bébé ?» Je lui tends le téléphone, d'une voix plate, mon passé. Juste RSVP. Il le lit, les sourcils levés, et laisse échapper un faible sifflement. Putain de merde, ils ont du culot. Les filles se précipitent, réclamant du sirop, et je suis en pilote automatique pour le verser alors que mon cerveau est à des milliers de kilomètres. La culpabilité de Julien se moque des aveux suffisants. C'est une bombe à retardement qui tourne dans ma tête, et je ne sais pas si je veux la désamorcer ou la laisser exploser avant le dîner. Ça me ronge. On mange des spaghettis, gamin. Siroter des nouilles comme si c'était une course. Et David en parle à nouveau, avec désinvolture, comme s'il tâtait le terrain. Alors, tu vas répondre? Je hausse les épaules en faisant tournoyer ma fourchette. Peut-être que je viens de le détruire. Ils ne reviennent pas après 19 ans comme si de rien n'était. Il acquiesce. Mais il y a ce regard dans ses yeux, comme s'il n'avait pas fini. Je comprends, mais peut-être que les entendre pourrait fermer le livre. Tu sais que tu as porté cette merde assez longtemps. Je me fige, la sauce dégouline de mon assiette. Parce qu'il n'a pas tort. Mais ça pique. Il ne sait pas ce que c'est d'être jeté comme une poubelle. Fermez le livre. Je crie plus fort que je ne le pensais. Il ne mérite pas mon temps, David. Tu penses qu'un désolé arrange ça? Il se penche en arrière, les mains en l'air. Je ne dis pas de leur pardonner. Peut-être que c'est pour toi, pas pour eux. Les filles se taisent, sentant le changement, et je déteste que nous fassions ça devant elles. Pour moi. Je ris mieux. Je me porte bien sans eux depuis 2 décennies. Pourquoi traîner ça maintenant? Il pousse, la voix serrée. Parce que tu ne vas pas bien. Tu sursautes toujours quand quelqu'un frappe trop fort. Je le vois. Cela me blesse profondément et je repousse ma chaise pour me lever. Ne me dis pas ce que je ressens. Tu n'étais pas là quand ils m'ont enfermé dehors. Il est debout, 2 yeux brillants. Non, mais je suis là maintenant. Et je déteste te voir hanté par ça. Nous crions à cause du jus renversé. Les enfants me regardent fixement et je sors en trombe vers le Porsche, la poitrine haletant. En colère contre lui. Fous. Ils sont fous. Tout. Je fais les 100 pas dans le noir quand il me suit. Plus doux. Maintenant. Je suis désolé. D'accord? Je veux juste que tu sois libre de ça. Je ne le regarde pas, saisissez simplement la balustrade. Je suis libre. J'ai construit ça sans eux. Il soupire. Ouais, tu es un dur à cuire, mais cet email t'a ébranlé. Que veux-tu faire? Je ne sais pas. Une partie de moi veut supprimer, garder mes murs en place, les laisser pourrir dans leur culpabilité. Mais il y a cette démangeaison, ce petit déci. Et je déteste ça. Peut-être que je leur dis de le pousser, je marmonne, et il rit. C'est ma fille. Je souris, la tension s'apaise, mais ce n'est pas réglé. Nous ne sommes pas installés. Le lendemain matin, je câble un panneau au travail. La main stable, l'esprit tourne lorsque mon téléphone sonne à nouveau. Un autre email, cette fois d'Ashley. Nous savons que nous vous avons laissé tomber. Mathieu est en désordre. Divorcé, fauché. Nous voulons juste vous voir. J'ai des éraflures, du karma. C'est gentil, mais ça n'efface rien. Je suis tenté de riposter avec quelque chose de mesquin, comme David l'a dit. Il t'a fallu 19 ans pour acquérir une conscience. Étoile d'or, mais je ne le fais pas. Je mets le téléphone dans ma poche, termine le travail et rentre chez moi où les filles me plaquent à la porte.
David sourit comme si de rien n'était. Ça va? Pour l'instant. Mais ce combat couve toujours. Et ces emails. Il y a des fils de discussion que je n'arrive pas vraiment à couper. Je me laisse tomber sur le canapé, les enfants s'entassent et je jette un coup d'œil à cette citation de Box accrochée au mur, un homme battu non pas par un homme meilleur, mais par lui-même est une tragédie. Je n'ai jamais laissé ça être moi. Mais bon sang, si le passé ne frappe pas encore, et je ne suis pas sûr d'être prêt à répondre. Ces courriels de Julien et Céline sont restés comme des factures non ouvertes sur mon bureau mental pendant des jours, me harcelant pendant que j'essayais de me concentrer sur la vie que j'avais construite. Câblage des panneaux, poursuite de mes filles dans la cour, échange de mauvais jeux de mots avec David. J'ai 35 ans, bon sang. Pas un enfant qui a besoin de penser de vieilles blessures. Mais il s'était infiltré, soulevant la poussière. Je pensais avoir balayé. C'est un lundi soir, les enfants sont rentrés après un marathon d'histoire au coucher. Pensez à « Bonne nuit lune » en boucle. Et je suis affalé sur le canapé, une bière à la main, regardant le plafond. David se laisse tomber à côté de moi, casse sa propre bouteille et me lance ce regard de côté qu'il me lance lorsqu'il sait que je mijote. « Tu y penses encore ?» demande-t-il à voix basse pour ne pas réveiller les tornades à l'étage. Je grogne. « Ouais, mais pas comme tu le penses. » Il lève un sourcil, attendant, et je prends une gorgée, laissant le pétillement froid m'apaiser. « Je n'y retournerai pas, dis-je fermement, comme si je testais les mots. Pas de rencontre, pas d'excuses, rien. Ils n'ont plus aucune part de moi. Il hoche lentement la tête, comme s'il attendait que j'atterris là-bas. Et c'est un soulagement. Il ne pousse pas cette fois. Le lendemain, je suis au travail pour épicer des câbles sur une nouvelle construction. Le soleil tape fort et l'email d'Ashley me vient à l'esprit. Ça fait du désordre. Ils m'ont laissé tomber. Blabla. Je renifle, tordant les fils avec plus de force que nécessaire, parce que oui, la vie de Marc fait du bien. Comme si l'univers m'avait finalement jeté un os, mais ça ne change rien. Je l'imagine divorcé, fauché, probablement toujours un connard, et ce n'est pas mon problème. Claude et Céline qui veut parler. Trop tard pour ça. Ils ont choisi leur camp il y a 19 ans. M'a enfermé dehors. Et je ne leur donnerai pas la clé de cette vie dans laquelle je me suis frayé un chemin. Je termine le travail, j'essuie la sueur de mon front et au moment où je rentre chez moi à vélo, j'ai pris ma décision. Ce soir-là, David est au fourneau, brûlant des macaronis au fromage parce qu'il est désespéré sans recette, et je prends mon téléphone, je consulte l'email de Julien et j'appuie sur supprimer. Ashley passe ensuite. Pas de réponse, pas de petit boulot. Je viens de partir. C'est comme laisser tomber un poids que je ne savais pas que je portais. Et quand David me surprend en train de sourire, il sourit. Tu te sens mieux? Je lui frappe le bras. Tais-toi, chef, et vole une bouchée du désordre carbonisé en riant à travers la fumée. Mais tout ne se passe pas sans heurts. David et moi avons toujours cette dispute de la semaine dernière qui pèse sur nous. Celui où il a trop insisté pour fermer le livre. Eh bien, c'est plutôt bien, mais il y a ce côté tacite. Comme si nous attendions tous les deux que l'autre l'ouvre à nouveau. Le point culminant est quelques jours plus tard, samedi matin. Les enfants chez un ami pour une soirée de jeux et nous nettoyons le garage. Lui triant les outils. Moi, je démêle les rallonges. Je fredonne, me sentant plus léger depuis la purge des emails quand il dit avec désinvolture, alors tu en as vraiment fini avec eux. Je fais une pause, le cordon à la main, et hoche la tête. Ouais. Terminé. Terminé. Il continue, même s'il se présente en mendiant. J'ai laissé tomber le cordon, je me suis tourné vers lui, et il y a à nouveau cette étincelle. Celui qui a illuminé notre combat. Ils peuvent mendier jusqu'à ce qu'il soit bleu, David. Je ne bouge pas. Ça te pose un problème? Il pose une clé, s'approche et pendant une seconde, je pense que nous nous dirigeons vers le deuxième tour. Mais son visage s'adoucit. Pas de problème, dit-il d'une voix ferme. C'est juste que, je déteste qu'il te mette encore sous la peau. Je veux que tu sois complètement libre. Ce n'est pas ce à quoi je m'attends. Et ça me frappe. Il se bat pour moi. J'ai laissé échapper un soupir. Je suis libre. Cet imbécile m'a pris 19 ans, mais je vais bien. Il sourit, me prend dans ses bras et je ne m'éloigne pas.
C'est la première fois depuis des jours que je ne ressens pas cette démangeaison. Nous le scellons cet après-midi-là, entassant les filles dans le camion pour un voyage improvisé au lac. 2 heures d'arrêt. Rien que de l'eau, des arbres et des enfants qui criaient. Les éclaboussures dans les bas-fonds. David fait semblant d'être un requin pendant qu'il crie. Et je suis sur le rivage. Les orteils dans le sable. Regardez cette vie que j'ai faite. Le soleil décline, peignant tout en or, et je sors le bracelet de Madeleine de ma poche en passant mon pouce sur les rayures. Je n'ai plus besoin de lui chuchoter. Je la sens dans le rire des filles, dans le sourire stupide de David, dans les callosités sur mes mains après chaque combat que j'ai gagné. De retour à la maison, nous sommes brûlés par le soleil et heureux. Manger de la pizza par terre parce que la table est ensevelie sous des projets artistiques. Et j'y croise le regard de David à travers le chaos. Tu es coincé avec moi, dis-je en souriant, et il fait un clin d'œil. C'est une bonne chose que j'aime les ennuis. Plus tard, je m'enferme, je regarde cette citation de Box sur le mur pour voir, un homme battu non pas par un homme meilleur, mais par lui-même est une tragédie. Je n'ai pas laissé ça être moi. Et laissez-les me ramener. Ils s'en vont maintenant, disparaissant dans le rétroviseur. Et je suis là, entière, heureuse, entourée de mon équipage. Le passé a frappé, mais je n'ai pas répondu.